Tout d'abord, merci de m'avoir invité et de me proposer un espace de respiration dont je n'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est les entreprises, c'est le chiffre d'affaires, c'est le code du travail, c'est le droit de grève, c'est les syndicats. Et en face de vous ce soir, je me sens un peu petit face à des universitaires, face à des étudiants dont je me nourris en général. Et j'ai eu la chance d'avoir 3 étudiants à la maison qui sont complètement numérisés. Et ça ne m'empêche pas de m'interroger justement. Et donc mes propos n'engagent que moi, je ne suis pas un expert, mais en tout cas je vais vous livrer un peu ma conviction sur la question qui nous est posée. Et surtout d'observation depuis 17 ans que je vis au Maroc aujourd'hui. Et je ne peux pas m'empêcher de dire en préambule que notre pays qui se pense émergent, à l'heure où effectivement le numérique n'est plus une révolution, c'est déjà quelque chose d'acquis, notre pays a déjà un niveau de retard tel qu'on doit se poser la question du leadership dans la révolution numérique ou dans la révolution culturelle, me semble-t-il. Quand vous avez un État ou un gouvernement qui n'est pas du tout en capacité de mettre en œuvre des programmes génie et autres depuis un certain nombre d'années, on peut se dire comment faire que nos entreprises, nos jeunes, nos enseignants soient dans une conduite de changement pour les amener à. Et ça, c'est la première interrogation qui me fait dire que comment peut-on assumer une révolution numérique, technologique, si déjà à la base, nous n'avons pas assumé notre révolution éducative et culturelle. Mon premier propos, il est là. Et encore une fois, ça n'engage que moi, ce sont mes tripes qui vous parlent. Je ne suis pas un expert. Mais en même temps, je constate, moi qui suis en monde du travail, on voit des jeunes tous les jours, des moins jeunes tous les jours, et on voit les blocages socio-culturels liés à un historique éducatif qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de sacrifier des générations de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et politiquement, il faut oser le dire. Parce que, en output, on n'a pas les bons comportements qui font que les jeunes sont en capacité d'avoir un projet de vie normal comme tout le monde. Et donc cette absence de révolution éducative et culturelle que nous avons chez nous, cette absence de réforme qu'on essaie de décider depuis un certain nombre d'années, on peut se dire, mais où est le leadership pour changer cela? Et comme vous l'avez dit, le changement, c'est d'abord une problématique d'alignement sur une vision, sur un projet. Qui fixe la vision pour un pays, si ce n'est, je dirais, ces chefs de gouvernement, ces ministres, les partis politiques qui ont une véritable responsabilité, et je ne vais pas revenir sur l'histoire, l'arabisation, etc., etc. Donc, première question pour moi, c'est, nous avons un souci entre ce que nous voulons être, ce que nous sommes, et ce que nous sommes en capacité de faire. Et là, nous sommes tous co-responsables de cette situation. Deuxième idée, il faut absolument que les gens, nos politiques, comprennent que le numérique aujourd'hui, c'est la future économie. Parce que ce sont des points de croissance supplémentaires. Et on ne peut pas faire l'économie ou le déni de cette réalité-là, qui fait le quotidien non seulement de nos enfants, mais de nos vies professionnelles, de notre système d'éducation demain. Si aujourd'hui il est dans une situation d'appauvrissement tel, c'est parce que l'évolution n'a pas été provoquée, n'a pas été l'idée, comme on dit, par les gens qui devaient le faire. Et cette nouvelle économie aujourd'hui, quelque part, elle pose les bases d'un nouveau modèle social et culturel, pour ne pas dire sociétal, où le numérique est au centre. Il y a des pays aujourd'hui qui sont complètement imbibés de ce numérique, dans l'éducation de leurs enfants, dans leur vie de tous les jours. On a des maisons complètement domotisées. Une nouvelle technologie, la domotique, pour ceux qui ne seraient pas au fait de ces questions-là, c'est une maison qui est complètement automatique. D'accord? En capacité aujourd'hui d'allumer son électricité du bureau, de son garage, etc., son chauffage. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a des enfants qui naissent déjà avec cela. Alors que nous sommes encore en train de nous poser des questions sur notre modèle social, sur les conditions de travail des gens. Est-ce qu'il faut déclarer les gens à la CNSS? Est-ce qu'il faut payer ses impôts? C'est comme la fameuse pyramide de Maslow. Vous avez des patrons qui veulent des collaborateurs complètement engagés, motivés par le travail, par l'entreprise. Mais quand vous avez des collaborateurs qui viennent le matin, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas déclarés, qui sont mal payés, qui n'ont pas de couverture sociale, qui n'ont pas de couverture retraite, qui n'ont pas de vision de l'avenir, demain matin, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que ces gens-là peuvent être engagés pour l'entreprise? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un problème de projet.
C'est pour ça que le numérique doit introduire des comportements nouveaux, parce que de toute façon, la société va être façonnée par tout cela autour de nous. Troisième réflexion de fond, c'est que notre continent, l'Afrique, le Maroc, on a un dividende démographique qui est très intéressant, où la composante jeune est très élevée. Mais c'est la composante vieux qui a le pouvoir. Oui, parce que c'est elle qui façonne le futur. Et vous le disiez tout à l'heure, professeur, aujourd'hui, c'est les enfants qui décident, qui commandent. Mais comme nous sommes dans une culture arabo-musulmane basée sur le haut qui descend vers le bas, à savoir, l'enfant doit faire ce que je lui dis, c'est moi le plus vieux, donc il doit me respecter. Donc l'ouverture au dialogue, le spectre est relativement réduit, alors qu'il doit être ouvert. Et justement, le numérique aujourd'hui nous permet cette ouverture. En fait, nous vivons dans un monde sans frontières, sans limites. C'est à nous de cadrer ces limites, mais en créant un nouveau concept de limites. Pas les limites traditionnelles. Tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ensemble, on décide quel est ton cadre, quel est le mien. Mais encore une fois, dans notre pays, comme tout doit descendre, on ne peut pas arriver à ça. Aujourd'hui, l'échec du programme génie, entre guillemets, bien sûr, c'est les enseignants qui ne veulent pas changer de modèle, parce que pour eux, il n'y a qu'un modèle. Donc, il faut les accompagner pour changer de croyance. Et ça, c'est un travail pédagogique important qu'il faut faire, un investissement de temps. Sauf que nous, on a toujours cru que on a un bel hôtel, un beau restaurant, et ça suffit. On oublie qu'à l'intérieur, il y a des hommes et des femmes qui y travaillent et qui doivent être formés, accompagnés pour délivrer le service. Ben, pour ça, c'est pareil. On pense qu'on va annoncer, on va trouver des subsides, des bailleurs de fonds qui vont nous donner de l'argent pour acheter des ordinateurs, des écrans, et on pense qu'on a réussi le programme. C'est un non-sujet. Parce que la méthode est différente. Et parce qu'encore chez nous, on est sur un vieux paradigme relationnel entre ce que nous voulons faire encore une fois, ce que nous sommes capables de faire, et ce qu'on devra faire. Toujours dans le cadre de cette approche numérique, et comme vous pouvez le voir, et le professeur l'a esquissé tout à l'heure, un système de valeurs nouveau s'installe. Ben oui, un système de valeurs nouveau s'installe, qui n'est plus basé sur un certain nombre de traditions, de comportements, mais c'est parce que justement, comme les frontières ne sont plus frontières, et on le voit dans les entreprises, l'avènement d'Internet, des emails, la hiérarchie s'est complètement cassée la figure. Ceux qui étaient chefs, sous-chefs, etc., à partir desquels il fallait absolument passer pour pouvoir aller voir l'autre et lui parler, c'est fini. Donc le management est déstabilisé. Il ne sait plus comment faire. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le management intermédiaire marocain, qui est d'abord défaillant aujourd'hui, c'est pour ça que notre pays souffre. Mais comment il fait pour gérer la génération Y qui arrive en entreprise, qui elle est complètement connectée, qui elle a cassé les barrières de la hiérarchie, qui elle aujourd'hui ne prend pas au pouvoir du statut du dirigeant, mais à son leadership, à son exemplarité, à sa capacité à dire ce qu'il va faire et à faire ce qu'il a dit. Donc, l'engagement qu'il prend et ce qu'il respecte. Et donc, encore une fois, la technologie nous impose de nouveaux comportements. Mais est-ce qu'on nos jeunes dans nos écoles, même si le dividende démographique est élevé, même si tous les jeunes sont connectés, est-ce qu'eux aujourd'hui sont en capacité de comprendre eux-mêmes, au-delà de Facebooker, ce qui est en train de se passer comme révolution dans leur comportement? Parce que ce Facebook ou ces réseaux sociaux ont aussi développé, et je parle sous le contrôle du professeur, une forme d'acculturation. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus face à un livre, on n'est plus face à une pièce de théâtre, on est dans le PC la nuit. Moi, je le vois avec mes enfants. Ils passent leur nuit à regarder des séries, des machins, des bidules. Mais un livre, un journal, ce n'est plus un réflexe. Donc, il y a une forme d'acculturation. Donc, ce que je dis, c'est pas assertif. Ce que je dis, c'est qu'il y a un danger aussi à une forme d'acculturation qui va s'installer durablement. Donc, les nouvelles technologies aujourd'hui, elles nous imposent un système de valeurs auquel on doit se faire, mais qu'on doit apprivoiser pour ne pas se laisser, entre guillemets, coloniser dans nos têtes. Parce que, numérique aidant, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Partant de là, il me semble aussi que, pour arriver justement
au sujet, tout cela impose un nouveau système de valeurs, mais aussi à écrire un nouveau corpus idéologique et éducatif. Ce que notre pays n'a pas su faire aujourd'hui. Ce que nos politiques n'ont pas su faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de le faire. Et désolé, messieurs, s'il y a des politiques, et encore une fois, j'assume ce que je dis. Quand vous avez des hommes politiques qui, dans leur tête, sont encore à la période post-coloniale de notre pays de 56, qui ne sont jamais sortis quasiment, à part aller à Marbella ou à Paris pour faire des courses, qui ne comprennent pas le monde dans lequel on vit, qui ne comprennent pas la technologie qui est en train de nous être imposée. Comment voulez-vous qu'ils pensent technologie? Comment voulez-vous qu'ils pensent changer les lois pour que demain on puisse arriver à ça? Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont dans un autre agenda. Ils ne sont pas dans un agenda où notre pays est en train de muter. Parce que le monde mute. Le 21e siècle est un siècle, entre guillemets, de révolution culturelle identitaire, et on le voit à travers le monde, mais en même temps, le numérique impose de nouvelles relations géopolitiques, géostratégiques. Mais quand vous avez des politiques qui sont, allez, 18e siècle, et je le dis, d'accord? Comment voulez-vous cette jeunesse qui aujourd'hui écoute ces gens-là soit complètement connectée? Parce que même notre gouvernement, nos ministères, le numérique pour eux c'est quoi? C'est un site web. Le site web c'est de la préhistoire aujourd'hui. C'est de la préhistoire le site web. On n'est plus là. La connexion à travers les réseaux sociaux est une chose. Mais ce qui est important, c'est de changer de culture. Et qu'est-ce que c'est que la culture? C'est la manière dont on fait les choses. C'est ça qui est fondamental. Et ensuite, c'est avec qui on fait les choses. Donc c'est pour ça que, chemin faisant, quand Hassan m'a demandé d'intervenir, d'abord, je n'ai pas compris. Mais en même temps, j'ai dit, tiens, c'est vrai, c'est ma casquette de Fondation Sakura. Parce que je viens de prendre la tête de cette fondation depuis 4 mois. Et pourquoi je l'ai prise? Parce qu'on pourrait dire, ah ben là, on vous a googlé, on a vu, il fait trop de choses, il n'a rien à faire, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, etc. Non, parce que ça fait partie pour moi d'un projet de vie. Je me suis imposé un engagement depuis que je suis arrivé dans mon pays sur le social et sur changer de modèle social, justement. Sur le dialogue social avec les syndicats, sur les droits des gens, depuis 17 ans. Et il me manquait quelque chose dans ma chaîne de valeurs. Il me manquait cet amont. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai réfléchi à cette question-là, quand Ayush me l'a proposé, j'ai trouvé ça, c'était un beau cadeau. Parce que jusqu'à maintenant, je suis dans l'aval. Mais on a un vrai problème dans l'aval. Donc il faut construire, il faut essayer de reconstruire l'amont. Et l'amont, il commence où? À la naissance, au préscolaire. Et quand vous avez un taux de préscolarisation dans notre pays qui est débilitant, qui est gravissime, en 2014, pour un pays comme le nôtre qui se dit être peut-être un pays émergent, qui est enfin en train de réfléchir sur le capital immatériel. Or, le capital immatériel, le premier, c'est d'abord l'homme, c'est les enfants. Qu'est-ce qu'on leur donne comme avenir? Or, on le sait, le professeur le sait. C'est dans le préscolaire que la construction, le façonnage de nos enfants, de nos cerveaux se fait. Mais lorsqu'on a laissé tomber cette partie-là de la vie de nos enfants, on ne peut pas se plaindre qu'aujourd'hui on est des gens où les taux dont parlait le professeur tout à l'heure, président de l'université, de 18% qui arrivent à peine au cursus universitaire, mais quand ils y arrivent et qu'ils en sortent, ils ne trouvent pas de travail. Parce que, et nous entrepreneurs on dit, ah, il y a une inadéquation entre les besoins du marché du travail et ce que sort l'école. Ben oui, tu ne peux pas avoir quelque chose d'extraordinaire parce que tu n'as pas fait d'input extraordinaire. Et c'est pour ça que ce projet Sakura m'intéresse, parce que moi, il m'impose d'être cohérent avec moi-même et de me dire, qu'est-ce que tu mets dedans, qu'est-ce que tu sors. Et justement, l'investissement de la fondation, en tout cas le paquet, et d'ailleurs le 28-29, pour ceux qui seraient à Casablanca, on fait un colloque sur le préscolaire. Et je vais mettre le paquet pour qu'on investisse, nous, le préscolaire, et faire la vulgarisation pour que le secteur privé, les ONG, se lancent dans le préscolaire. Parce qu'encore une fois, les ONG doivent se substituer aux missions régaliennes de l'État marocain.
ça qui nous pénalise. Parce que à force que les ONG fassent le travail que ne fait pas l'État, l'État s'installe dans un confort, dans une fainéantise intellectuelle, dans la quête de moyens et subsides supplémentaires pour se dire quelle est ma priorité. Ma priorité, c'est les enfants de mon pays, les générations futures, que je dois fabriquer. Et je les fabrique en amont au préscolaire. Bien évidemment, il y a tout le reste. Et dans le monde rural, qui est complètement pénalisé, et c'est là où on doit faire l'investissement. Et il faut saluer toutes ces fondations, toutes ces ONG qui font un travail, mais elles sont toutes isolées. Au lieu de les aider, qu'est-ce que fait l'État, le gouvernement actuel? Il va les pénaliser en disant « Ah, pour ceux qui reçoivent des subventions d'étrangers, on va les taxer, il y a un problème, etc. etc. » Donc vous voyez que chacun a des priorités. Malheureusement, on doit avoir tous la même priorité. C'est fabriquer ces générations. Et donc, le numérique aujourd'hui est un des éléments qui pourra nous aider à massifier cette éducation, cet enseignement, dès lors qu'il est fait dans les conditions qui doivent aujourd'hui assurer à ces enfants-là. Et j'ai le plaisir, ce soir, de vous annoncer que la semaine dernière, on a lancé la première école numérique à Sidi-Slimane dans le rural. Et donc, mon ambition avec la Fondation, c'est de lancer à peu près 500 classes dans les 20 mois qui viennent en numérique. C'est-à-dire que nous avons une classe dans un Doha qui a été aménagée, donc on a pris des préfabriqués, qu'on a financé. Il va y avoir une classe de 20 enfants, 25 enfants le matin, 25 enfants le soir, une classe totalement équipée de tablettes, avec un grand écran numérique et l'éducateur qui est formé dans ce sens. Pourquoi? Parce que c'est un vrai levier pour nous de déployer les choses. Parce qu'on ne peut pas se contenter, même si toutes les ONG ont de la bonne volonté de faire des choses dans tel Doha, mais que dans la globalité, en termes de nombre, ça ne soit pas suffisant. Or, on a un problème de masse aujourd'hui. On a un problème de masse. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les clubs ou les MOOCs, aujourd'hui, sont un levier extraordinaire, exceptionnel. Mais encore une fois, ils ne doivent pas rester simplement à une échelle des gens en capacité de comprendre ou de faire. On doit les utiliser le plus en amont possible pour que demain, ces enfants de Doha aussi soient en capacité de comprendre le monde dans lequel ils vont rentrer, mais le monde qu'eux-mêmes vont faire demain, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que, il faut transformer les systèmes et l'écosystème éducatif. Et l'écosystème éducatif aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes, qui commencent bien évidemment d'abord par le premier d'entre eux, qui est donc le gouvernement, dont c'est la fonction régalienne, je le rappelle. D'accord? C'est une fonction régalienne. Donc c'est un devoir de l'État que de s'occuper de l'éducation et de mettre les budgets nécessaires dans ce sens-là. Bien évidemment, il y a les enseignants, mais il y a effectivement les parents. Parce que les parents aujourd'hui, c'est complètement abstrait ce que nous sommes en train de nous dire ce soir. Parce que pour eux, c'est... D'abord, je veux que mon enfant sache au moins lire, écrire, etc. De me parler de numérique, c'est compliqué. On l'a vu, nous, dans le rural. C'est pas évident de faire comprendre ça aux parents qui, eux-mêmes, sont analphabètes. Donc, il y a un vrai sujet de l'écosystème éducatif qu'il faut redéfinir. Et si on a clairement en tête cet écosystème, on peut tous travailler. Si on a le même rythme, et là, on peut amorcer un changement collectif et qui pourra jouer après sur le côté individuel. Autre point, c'est, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est les enseignants qui sont la clé du système. Et là, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Ils sont le problème et ils sont la solution, les enseignants. Eh oui, c'est une approche, clairement, il faut qu'on l'ait en tête. Et c'est pas leur faire embrage ou les insulter. Peut-être qu'il y a un prof dans la salle qui va se dire « Ouais, pourquoi vous dites ça? Vous êtes qui ?» Oui, monsieur, je le dis. Vous êtes le problème, vous êtes la solution. Vous êtes le problème parce qu'effectivement, vous avez un véritable blocage parce que vous-même, vous n'êtes pas dans ce monde-là. Vous êtes mal payé, sous-payé, machin, donc vous faites, je dirais, de la résistance au changement et vous voulez tout et son contraire. Vous êtes la solution parce qu'on a besoin de vous, vous n'êtes pas en nombre suffisant et vous devez faire votre propre révolution intellectuelle et morale et culturelle et savoir et revenir même. Parce que c'est un sacerdoce que d'enseigner. C'est une fonction fondamentale. Il faut aimer ce métier. Donc il faut qu'on réenchante les enseignants pour qu'ils réaiment leur métier, pour que nos enfants sentent qu'on les aime et qu'on a envie de les éduquer, et non pas venir avec des transparents, avec une salle de X et dire j'ai fait mon boulot, je repars, je flotte après, je vais à l'école privée, je touche un peu d'argent, et après c'est terminé. Ça c'est un problème.
pour ne pas monopoliser le micro, parce que je crois que j'ai dépassé mon temps, je suis désolé. Ça va. Comment rendre accessible l'éducation numérique à tous les enfants? C'est même plus comment. Vous voyez que là, je suis dans le comment. Je ne suis pas dans est-ce qu'il faut le faire. On n'a plus le choix. Parce que la révolution technologique, dans le titre, il y a la notion d'éducation, de culture, etc. Mais moi, fondamentalement, aujourd'hui, et mon propos, mon combat en tout cas futur, c'est vraiment de faire en sorte qu'on se dise que le numérique est la clé pour la massification de l'enseignement à travers tout le Maroc. La régionalisation qui est en train d'arriver aujourd'hui, il va quand même falloir que les présidents de conseils régionaux comprennent qu'ils vont avoir un rôle important dans ce volet-là. Et donc, si on décentralise un certain nombre de choses, l'éducation en fait partie. Bien évidemment qu'il faut garder un corpus global qui soit cohérent, parce qu'on ne doit pas enseigner différemment d'une région à une autre, mais en tout cas, il va falloir massifier. Et le numérique aujourd'hui, qui fait partie maintenant de nos vies, doit faire partie de la vie de nos gouvernants, pour qu'ils comprennent que la massification à travers les nouvelles technologies n'est pas une option, mais une nécessité absolue. Et enfin, 2-3 mots pour finir sur la fondation, comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Nous avons défini une chaîne éducative sur laquelle on est en train de travailler. Et donc je vais vous la repréciser pour que vous compreniez que moi je suis un malade de la cohérence. Et le Think Global, Act Local. D'accord? Aujourd'hui, la mère enfante. Il y a un travail à faire avec la mère et l'enfant dès le départ. Dès le départ. Et nous allons avoir un gros programme pour accompagner la mère. Elle est cohérente. Et on va mettre le paquet. Mais vous avez compris qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire la mère et l'enfant et le préscolaire, qui sont vraiment les éléments fondamentaux d'un changement culturel durable dans notre pays. On ne peut pas construire une nation si on n'a pas une réflexion globale sur le système éducatif de notre pays, et particulièrement la manière dont on va le rendre efficace. Elle passe bien évidemment d'abord par une vision stratégique, futuriste, et non pas marketing. C'est pas un plan azur, un plan vert, un plan bleu, un plan rouge. C'est une vraie vision sociétale. Ensuite, elle implique des comportements, des changements majeurs, qui commencent par l'écosystème dont j'ai parlé. Les enseignants, les parents, les élèves eux-mêmes à un moment donné, etc. Bien évidemment, tout ça, ça demande beaucoup d'argent, mais encore une fois, il faut savoir où on veut aller. Et comme dirait Sénèque, il n'y a pas de chemin favorable pour celui qui ne sait aller. Et je vous remercie.